Bonjour à tous. Nous allons débuter cette conférence. Donc je vous rappelle que cette conférence est organisée dans le cadre du salon Top Recrutement. Ce salon qui est organisé donc par le groupe Infopro Digital et qui se tient jusqu'à demain soir en ligne. Vous pouvez aller voir le programme des conférences sur le site Top Recrutement. Et vous avez sur le côté, certains se sont déjà emparés, un chat possible. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça et c'est pour ça que nous avons aussi intervenants de qualité. Voilà. Donc cette conférence est consacrée à la ville durable, à la ville connectée, à la ville de demain et aux métiers qui permettent justement de construire cette ville durable, cette ville connectée. On parle de smart city, de rénovation énergétique, de mobilité douce. Toutes les collectivités sont en train d'accélérer la transformation durable, la transformation résiliente de leur territoire. Et évidemment, pour répondre à ces nouveaux enjeux, les collectivités, mais aussi les entreprises, recherchent de nouveaux talents, de nouvelles compétences. Donc, nous avons invité sur ce plateau à la fois des intervenants côté public et côté privé. Donc, nous commencerons par Loïc Dautrey. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé de l'emploi à l'AITF. C'est l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Et vous êtes aussi directeur du patrimoine et des moyens à la ville de Niort. Donc, vous nous tracerez un petit peu les grands enjeux de la ville de demain. À vos côtés, nous avons Richard Thibodeau. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes DGA à la ville et à l'agglomération d'Angers et vous êtes directeur du projet Territoire Intelligent et vous avez plusieurs casquettes. Vous pilotez aussi le dossier transition écologique. Donc, c'est bien ça. C'est la ville de demain qui se construit. Et à vos côtés, enfin, Emmanuel et Dan, bonjour. 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 Donc vous êtes versus privé, j'ai envie de dire, puisque vous êtes du côté des entreprises. Vous travaillez pour l'entreprise Ingirop et vous êtes responsable département infrastructure, environnement, ville et mobilité et directeur de l'agence de Montpellier dans l'Hérault. Donc, vous nous présenterez aussi les opportunités d'emploi pour les entreprises, évidemment, que peut constituer la construction de cette ville de demain. Donc, je vous propose de commencer par Monsieur Dautrey. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je me répète parce qu'on a des auditeurs qui arrivent juste. Donc, vous êtes chargé de l'emploi à l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Alors, dis-nous, c'est quoi les nouveaux enjeux des villes? C'est quoi la ville de demain? Alors, la ville de demain, je ne sais pas, mais celle qui va peut-être résister aujourd'hui pour arriver à demain, c'est peut-être une ville qui a une certaine polyvalence, une certaine plurifonctionnalité, une certaine capacité d'adaptation. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit comment évoluent les villes. C'est une ville qui n'est pas figée dans le temps et dans son aménagement du territoire, mais au contraire, au fil du temps, on peut peut-être arriver à appréhender de nouveaux enjeux. On parle beaucoup d'agriculture urbaine, de biodiversité en ville, les canopées urbaines, etc. C'est une ville qui, à mon sens, est consciente, c'est-à-dire qu'elle a une vision, une capacité à se mettre dans un schéma prospectif. Je pense que ça peut être la deuxième qualité qu'on peut prêter à une ville peut-être durable et connectée. C'est de pouvoir, à un moment donné, faire un projet de territoire. Quand on parle de ville, maintenant, on ne parle plus de ville toute seule. Souvent, c'est une ville dans une agglomération ou une ville dans une métropole qui, à un moment donné, va travailler avec ses consoeurs, communes périphériques ou villes-centres, et qui va construire une intelligence collective. Et peut-être un point important, c'est qu'elle va être de plus en plus de ce fait participative. Maintenant, on a effectivement des conseils communautaires, on a des conférences de maires, on a une nouvelle façon de réinventer la démocratie. Et puis, peut-être une dimension particulière, et là, c'est peut-être sur l'aspect mobilité qu'on le verra le plus, une dimension servicienne. C'est-à-dire que le temps peut-être des grandes infrastructures est révolu. Aujourd'hui, une ville durable, c'est peut-être une ville qui sait adapter ses services à une demande, qui s'inscrit dans une nouvelle génération de relations à l'usager. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la ville durable. Après, la crise du Covid nous a enseigné plusieurs petites choses. Peut-être que les grandes métropoles
n'ont peut-être pas vu la fin de leur modèle, mais peut-être un petit stop and go au profit peut-être des villes moyennes de la qualité de vie. Alors Niort en fait peut-être partie, à 2 heures de Paris, et on voit que par rapport au télétravail, au tiers-lieu, une nouvelle façon d'appréhender la qualité de vie, peut-être que la ville de demain est peut-être pas une des grandes métropoles qu'on connaît en France, mais peut-être plutôt une des nombreuses villes moyennes qui peuvent peut-être tirer leur épingle du jeu. Voilà ce qu'on peut dire sur la ville durable. J'en profite pour glisser un mot effectivement sur l'AITF, Association des ingénieurs territoriaux et ingénieurs en chef territoriaux de France. C'est une association de 3600 adhérents qui échangent dans des groupes de travail techniques, mais qui aussi se projette sur de nouveaux métiers, se réinvente avec sa commission carrière sur des mobilités, des choses comme ça, appréhende aussi cette notion un peu centrale, et d'ailleurs vous avez une conférence sur le management de centre-ville. La notion de management va être désormais au cœur de l'ingénierie. C'est peut-être ça qu'on peut dire aussi comme transition, c'est que une ville se manage. Il y a aujourd'hui des managers, des BIM managers, il y a des managers de centre-ville, et finalement c'est assez intéressant de parler de management quand on parle de ville. Alors justement, je rebondis sur ces nouveaux métiers. Quels sont en fait les nouveaux besoins, les nouveaux profils que les villes recherchent justement pour construire cette ville de demain? Alors, les nouveaux besoins, en général, je pense qu'il y a des besoins qui perdurent, qui sont, par exemple, des métiers, je qualifierais à la fois d'intemporels, mais en même temps qui doivent se réinventer. C'est tout ce qui concerne l'urbanisme, l'architecture, l'aménagement du territoire. Je pense que là, on a quand même un socle qui a encore une longue vie devant lui, sauf qu'aujourd'hui, l'architecte, c'est plus un dessinateur qui met au pli des bureaux d'études techniques, mais qui va travailler en symbiose, en synergie avec eux pour relever les défis de la transition énergétique et climatique, les défis du décret tertiaire de manière un petit peu plus immédiate, et qui va devoir se réinventer. Donc voilà. Mais malgré tout, cette question d'aménagement du territoire va rester centrale. Ensuite, si on parle plus particulièrement des ingénieurs, la ville, on dit durable, connectée, on voit qu'il faut une certaine agilité technique, voire technologique. C'est un petit peu ce qu'on attend de l'ingénieur, parce qu'on va gérer de plus en plus de données, on va gérer une gestion de la relation à l'usager, et donc à un moment donné, tout ça va se faire avec des nouvelles technologies, indépendamment d'une controverse qu'on pourrait débattre, mais il faudrait une conférence peut-être pour ça. Est-ce que la ville durable, c'est la ville de la 5G, ou est-ce que la ville durable est la ville de la low-tech? Ça, on verra, peut-être, le temps nous dira. Mais en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, une ville durable, elle est par définition connectée. Voilà. Et peut-être ensuite, là, c'est un point de vue peut-être un peu plus politique, peut-être. C'est aussi une ville participative qui, dans sa démocratie, dans sa relation aux habitants, aux entreprises, n'est pas en vase clos, n'est pas une ville uniquement de fonctionnaires, entre guillemets, mais une ville qui discute avec l'ensemble de ses acteurs. La dimension de gouvernance est très importante, et du coup, ça fait partie, effectivement, je pense, des profils attendus aujourd'hui des personnes qui travaillent. Et d'ailleurs, on recrute par nécessité également, avec la loi du 6 août, de plus en plus de contractuels, de plus en plus d'acteurs qui viennent du privé. On travaille de plus en plus en synergie public-privé. On attend des profils diversifiés, mais qui quand même ont cette vision de la démocratie un petit peu au cœur quand même de leurs préoccupations. On n'est plus sur le profil de l'ingénieur qui est purement ingénieur. En fait, vous avez utilisé plusieurs mots, les mots en synergie, en symbiose. On est vraiment sur des gens qui peuvent avoir une vision assez large, si je comprends bien, quel que soit un peu Oui, pour les tout à fait. acteurs. Alors peut-être que oui, peut-être la personne enfin, soit M. Thibaudeau insistera peut-être sur la ville intelligente, M. Edan insistera peut-être sur les masses, mobilité as a service dans les mobilités. Voilà, c'est un peu, comment dire, un ingénieur très soucieux de la définition du besoin, du rapport à l'usager, très à l'écoute, qui va s'adapter à ce cahier des charges social pour adapter finalement son offre de service. C'est peut-être ça qu'on attend aujourd'hui d'un ingénieur qui sont un petit peu polyvalents entre sciences humaines et sciences dures. Voilà. Et peut-être aussi quand même évoquer un enjeu majeur qui est que malgré tout notre perfectionnisme, on a peut-être raté des choses. Et je pense qu'il y a un enjeu de la ville durable qui est quand même aussi cette dimension un peu inclusive, où là, je pense malgré tout qu'en France et peut-être en Europe, on a raté quelque chose. Entre gentrification, paupérisation des centres-villes, on a du mal à appréhender le sujet. Et aujourd'hui, il y a quand même un sujet qu'on doit avoir au cœur de nos préoccupations, c'est un logement décent pour tous, pour des jeunes. Je crois que c'est quand même un sujet sur
sur lequel, depuis la loi SRU, la loi Edelan, même s'il y a eu beaucoup d'efforts de fait, c'est quand même cette question de l'accès au logement qui se pose de manière un peu permanente et sur laquelle je pense qu'il va falloir quand même, à un moment donné, apporter des réponses peut-être plus courageuses que nous ne le faisons actuellement. Et alors, quelles sont les opportunités d'emploi? Est-ce qu'il y a des secteurs, des métiers qui sont vraiment en tension sur ces thématiques où les collectivités ont du mal à recruter? Alors, du mal à recruter, on a peut-être du mal à recruter parce que effectivement, aujourd'hui, les possibilités, on a possibilité de travailler soit dans la ville elle-même, comme la ville de Niort, soit dans des SEM, soit dans des bureaux d'études, des entreprises qui travaillent effectivement pour le compte de la ville, hein. Donc, il y a une concurrence quand même qui touche l'attractivité, on va dire, de la fonction publique en ce moment, qui est une question à part entière. Après, dans les profils, aujourd'hui, des personnes formées dans le domaine de l'environnement, des personnes à l'aise avec les nouvelles technologies, des personnes issues des sciences humaines qui savent effectivement construire du projet en mode collaboratif. Je pense que ce sont des qualités qu'on va chercher dans les candidats qu'on peut avoir effectivement, quel que soit le type de recrutement. Enfin, voilà, je laisserai mes collègues aussi témoigner ou affirmer ce que je dis, mais je pense que c'est un peu les trois qualités qu'on attend des personnes que nous recrutons. Une question alors très, très pointue, mais c'est un auditeur qui voudrait avoir la réponse. Les métiers autour des imprimantes 3D, est-ce que ça c'est quelque chose c'est très pointu? Oui, c'est assez pointu. Alors, c'est vrai que, bon, Au-delà de cette question, est-ce qu'on est vraiment sur des secteurs très pointus ou c'est plutôt des profils plus généralistes en fait? je pense que c'est les deux. On a besoin de spécialistes, mais peut-être que les spécialistes vont se retrouver peut-être à un moment donné, peut-être, je dirais, plus du côté des entreprises, parce que la ville, elle va appréhender peut-être un design de politique publique, un design de service. Peut-être qu'elle va travailler dans des tiers-lieux. Peut-être qu'il va y avoir de la fabrication par imprimante 3D d'un certain nombre de choses. Donc, aujourd'hui, des BIM managers, par exemple, pour reprendre la nouvelle construction du bâtiment, qui intègre effectivement ces logiques de maintenance avec des maquettes 3D, avec de la nouvelle technologie, on va peut-être effectivement, dans certains cas, dans des villes d'une certaine taille, pouvoir recruter des personnes en interne. Sinon, on va plutôt, à mon avis, recourir à des prestations externes pour créer des choses. Par contre, un tiers-lieu efficace, utile, durable dans le temps, où on peut manger à midi, faire du sport, acheter des magazines de presse, mettre son costume au pressing le soir. Un tiers-lieu qui vive, qui soit à l'interface entre un îlot urbain d'affaires et un habité et un mode de vie dans une ville d'aujourd'hui. Par contre, il faut peut-être non pas une qualité professionnelle seule, spécialiste, mais un ensemble d'agents qui vont travailler à c'est quoi finalement un tiers-lieu intelligent, comment l'aménager pour qu'il soit le plus vivable possible. Voilà. Donc l'imprimante 3D, elle peut être à un moment donné dans un tiers-lieu, mais ça sera la partie d'un ensemble, en tout cas. D'accord. Donc on a bien compris, l'idée d'une ville de demain, c'est une ville qui sait adapter ses services à la demande des citoyens et donc ça suppose des nouveaux métiers. Je vous propose qu'on voit peut-être monsieur avec vous, Richard Thibaudeau, puisque vous construisez au quotidien en fait la ville de demain, puisque vous êtes, je répète pour les auditeurs qui sont arrivés, vous êtes DGA de la ville de l'agglomération Angers Loire-Atlantique et vous pilotez Loire Métropole, pardon, excusez-moi, et vous pilotez le dossier transition écologique et vous êtes aussi en charge du projet territoire intelligent. Alors pour vous, c'est quoi la ville de demain? Elle va ressembler à quoi cette ville d'aujourd'hui, de demain d'ailleurs, parce qu'on est déjà en train de la construire? C'est une ville connectée, une ville durable? Alors déjà, je rejoins ce que disait M. Dautrey. On parle de la ville, mais je crois que derrière le mot ville, il faut mettre un V majuscule. C'est tout un territoire. Ce sont des villes, des communes. C'est, comment je dirais, un bassin de vie qui travaillent ensemble. Moi, ce territoire de demain, il est obligé de se projeter avec une approche d'un mot qui est aujourd'hui galvaudé, qui est le mot de la résilience. C'est comment nos villes et nos territoires se préparent aux événements climatiques qui viennent perturber notre quotidien. C'est comment la ville de demain, ce territoire, permet à chacun de vivre dans le quart d'heure. C'est la fameuse théorie de Carlos Moreno, mais la ville du quart d'heure, c'est pas du tout idiot. Quand Loïc Dautrey dit que Niort est une ville plutôt attractive, parce que peut-être que l'évolution de la population demain, c'est pas d'être dans les grandes métropoles, c'est aussi ça ce que recherche la population. Donc, nos territoires doivent s'adapter à ça. Donc, le quart d'heure,
entre le travail, le domicile, le loisir, etc. Il se gère de plein de manières. Il se gère avec la vitesse de déplacement, mais il se gère aussi avec des opportunités de type tiers-lieu, etc. Donc, moi, je suis complètement en phase avec Loïc Dautré sur ce qui vient d'être dit. Angers, Loire Métropole, a fait le choix, sous l'impulsion de Christophe Béchu, de lancer des assises à transition écologique pour dire, après tout, c'est quoi notre territoire demain? Et c'est quoi le territoire de la commune rurale qui fait 600 habitants, qui fait partie d'une agglo de 300 000 habitants? Et donc, c'est quoi son besoin de demain? Donc, Angers a lancé des assises à transition écologique qui s'appuient sur les 7 fonctions vitales: se nourrir, se déplacer, bien vivre, produire, comment s'épanouir, vivre en bonne santé, etc. Autour de cette grande réflexion qui a été lancée en 2020, eh bien, il y a eu un certain nombre d'ateliers, de groupes, alors soit individuels, soit des associations, soit des corporations qui se sont mobilisées. Et il y a eu plus de 1000 propositions qui ont été faites. Ces 1000 propositions, bien sûr, elles ont été regroupées, consolidées, etc. Et on a atterri à un carnet de vote. On parlait de la concertation, de l'implication des citoyens. Ça aussi, c'est le territoire de demain. C'est déjà le territoire d'aujourd'hui. Notre société, elle change très, très vite. Et pour s'adapter, il faut savoir aller concerter, aller consulter. Ça rejoint la question des profils derrière des personnes qui conduisent ça. Et donc, je disais, un carnet de vote de 150. Et pour tout vous dire, demain soir, il y a une restitution de ces votes. Et par fonction vitale, 2 fonctions vont être élues et vont être portées sur le court terme. D'autres seront peut-être développées sur le mandat. Mais en fait, on a à peu près une 50aine d'actions fortes qui vont être conduites. Donc, c'est partir du besoin des citoyens, du besoin des groupes d'élus, et mettre en œuvre ce qu'ils pensent être plus pertinent par rapport à leur territoire. Et là, on va très vite voir que des communes peuvent s'emparer d'actions autour de la biodiversité, d'autres seront plus sur la logique de déplacement ou de bien se nourrir, autour de l'économie circulaire. Donc, on a un champ d'investigation qui est tout sauf de la technique, je dirais, qui est de l'organisation de la vie, organisation de l'espace. Et ça, c'est un gros changement dans nos métiers d'ingénieur, puisque on doit se projeter là-dessus. À côté de ça, vous le disiez, je porte le dossier des territoires intelligents, on en a un petit peu parlé en France un peu. Le choix stratégique de Christophe Béchu était de dire, je travaille sur le soft, donc ces fameuses assises, je réfléchis comment on fait évoluer nos supports, comment la vie se passe, mais je vais travailler sur le hard, c'est-à-dire que je vais mettre à disposition des infrastructures, développer des infrastructures technologiques. Donc ça répond à la question de Loïc Dautré tout à l'heure en disant, je ne sais pas si c'est le hard ou le soft. Nous, on fait le choix des deux. Et on dit, on va mettre du hard justement pour améliorer la performance énergétique, pour faire des économies de ressources, pour innover collectivement sur des nouveaux services à apporter à la population. La technologie au service de l'amélioration d'un territoire, c'est le parti politique qui a été pris. Et du coup, on couvre tous les grands secteurs de la gestion de l'espace public, puis demain, le développement de nouveaux services, soit la facilité dans les déplacements, la facilité dans l'interconnexion, je dirais, avec ce que peut apporter toutes les nouvelles technologies, et notamment les imprimantes 3D. Donc derrière, si vous voulez, par rapport à la thématique du jour, ça nous renvoie vraiment très, très fortement à la question du management de la transformation dans nos organisations. On est des organisations plutôt silotées en général, par politique publique, et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on travaille complètement de manière désilotée. Quand on est sur les assises de la transition écologique, on va du déplacement jusqu'à le monde de l'agriculture périurbaine, les îlots de chaleur en centre-bourg. Enfin, voilà, c'est très, très large. Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accompagne nos collègues. Donc, il y a des vrais métiers maintenant qui permettent d'accompagner nos collègues. Je vais juste prendre l'exemple d'un arrosage intelligent, par exemple. Alors là, je ne vais pas parler d'ingénieurs, je vais parler d'agents de travaux qui, sur le système d'arrosage automatique qu'on connaît tous sur nos territoires, au printemps, ils viennent faire la tournée en ouvrant tout avec les clés molettes, et en repartant, en octobre, ils viennent fermer. Et on a les régulateurs qui fonctionnent avec des systèmes de minuterie. Demain, c'est plus du tout comme ça que ça marche avec un smartphone. Et donc, l'agent, lui, il passe du faire au faire-faire, puisqu'il a des entreprises du monde privé qui apportent une technologie, et on leur fait faire. Par contre, on est dans un autre métier, on est dans le contrôle et dans de la gestion. Donc, ce que je retrouve au niveau de l'agent, je le retrouve à toutes les strates, y compris dans le management. Et donc, c'est une approche qui va au-delà de la technique. Derrière, si vous voulez, ça renvoie à plein de nouveaux profils. Donc, bien sûr, on a sur des cultures techniques, il faut des fondamentaux techniques, mais je rejoins complètement Loïc Dautré. C'est vraiment des dimensions de management,
management des ressources humaines, mais management de projet, management de la population, c'est-à-dire la concertation, interagir. Donc, on a vraiment des profils qui ont une connotation technique, mais s'ils ne sont que techniques ou que experts et qu'ils travaillent tout seuls, eh ben, ils ne prépareront pas la ville de demain. C'est fini, ça. L'ingénieur, Vous cherchez des gens dans quel secteur? Excusez-moi, je vous coupe. Vous cherchez dans des secteurs, il faut que ce soit des gens qui aient un panel assez large, si je comprends bien, enfin, qui puissent avoir une vision d'ensemble et ne pas être uniquement techniques et dans leur secteur. Mais est-ce qu'il y a vous cherchez dans l'environnement, des gens qui au départ ont un socle environnement, un socle informatique, un socle, enfin, c'est quoi les grandes familles en fait? Alors, en ce moment, les grandes familles sur lesquelles on recrute, c'est quand on est à la croisée de ces grands projets-là, on recrute évidemment des gens du monde de l'informatique et du numérique. On recrute des gens qui connaissent le monde de l'économie circulaire, qui savent interagir avec des acteurs économiques sur un territoire et qui ne sont pas que sur leur thématique. On recrute évidemment des gens qui maîtrisent tous les sujets de la biodiversité, qui maîtrisent les dimensions environnementales, mais de manière très pragmatique, qui sont capables de discuter avec un exploitant agricole pour travailler sur l'amélioration des résidus qu'on retrouve bien sûr dans nos cours d'eau, etc. Donc on est sur des profils multitechniques, je dirais. Chaque technicité a sa place. On n'est pas encore arrivé au moment où on a cette polyvalence, cette expertise, je ne crois pas. Par contre, ce sont des profils qui doivent être ouverts au travail en synergie, au collectif, et le désilotage. Et aussi une autre dimension, et Loïc qui a fait allusion tout à l'heure, c'est le travail avec le monde du privé, ce qui n'est pas forcément dans nos cultures, nous, de collectivités locales. Alors, bien sûr, on parle des marchés avec les entreprises, mais là, dans le travail, dans la synergie. Alors, il y a eu les PPP que tout le monde a connus, mais là, on est plutôt dans des partenariats, dans des logiques de performance à porter ensemble. Et donc, on n'est plus dans un marché que je contrôle et que je viens vérifier, on est en train de chercher la meilleure solution avec l'expert de l'entreprise qui a son retour d'expérience de Singapour ou de je ne sais où. Et puis, lui, l'entreprise, il a besoin de l'expert de l'action publique qui vient interagir. Donc là, c'est pareil, nos métiers changent. Et les marchés publics, comme on les entendait il y a même encore 5 ans, moi, par exemple, le territoire intelligence, le marché global de performance, on écrit un cahier des charges général, mais on écrit tout ensemble, on interagit ensemble. Donc, on n'est pas dans le monde des bisounours, l'entreprise est là pour faire du profit, et nous, on est là pour avoir du service public. Donc, c'est un peu nouveau. Donc, vous voyez, on a vraiment tout type de profil dont on a besoin, les métiers de l'espace public, je dirais au sens large, mais avec cette dimension humaine, cette dimension sociétale, de prise en compte de la société, qui est vraiment importante à intégrer. Et on a un énorme travail avec notre direction des ressources humaines, justement, pour trouver les bons profils, ceux qui correspondent mieux, mais aussi aider nos collègues à muter, parce qu'il faut s'adapter par rapport à ces nouveaux enjeux, quoi. Oui, donc qui dit ville nouvelle dit aussi nouveaux métiers, ou en tout cas métiers qui évoluent et qui font des pas de côté, quoi, si je comprends bien. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la suprématie de l'ingénieur au sens du technique, l'ingénieur constructeur, je dirais, bien sûr qu'il le faut toujours, mais c'est plus ça qu'on attend. Il n'y a pas que les ingénieurs, c'est valable pour d'autres métiers, managers. Non, mais effectivement, je raisonne par rapport aux associations d'ingénieurs auxquelles on fait partie tous les deux avec Loïc. Mais dans tous les métiers, j'ai pris l'exemple de l'agent des parcs et jardins, ça change, son métier il change. Il doit être capable d'échanger avec la population, de s'adapter, d'expliquer pourquoi on fait ses choix. Donc c'est vraiment une mutation que sont en train de vivre les collectivités. Mais en fait, c'est une réponse à l'évolution de notre société, tout simplement. Vous disiez que donc vous travaillez aussi de plus en plus, il y a des passerelles privé-public, vous échangez aussi de plus en plus avec le privé. Et donc là, je vais me tourner vers monsieur Edan, puisqu'en fait, vous avec des collectivités, et vous êtes une entreprise qui construit en fait au quotidien la ville de demain. Donc je rappelle votre titre, vous êtes responsable département infrastructure, environnement, ville et mobilité chez Ingérop. Ingérop, c'est une entreprise qui est extrêmement investie sur les questions de l'environnement, de la ville durable. Qu'est-ce que ça implique en fait pour une entreprise comme la vôtre de travailler sur ces questions de mobilité, de ville durable, etc. Présentez-nous un petit peu Ingérop déjà ce que vous faites. Alors, je ne peux qu'abonder dans tout ce qui a été dit sur… alors, moi, j'appelle par exemple le désilotage, je l'appelle plutôt le décloisonnement, mais effectivement, pour commencer, je pense que on doit modifier la formation des ingénieurs ou des cadres en France. Toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées ou d'entreprises aujourd'hui, sont par silos sur des métiers bien particuliers, alors que la ville durable, c'est le temps long.
c'est la pluridisciplinarité. Un chef de projet aujourd'hui doit pouvoir porter une concertation, mais doit pouvoir intégrer une notion sociale, sécurité, environnementale, de BIM, avec une base technique, de la mobilité. Donc, effectivement, il faut aujourd'hui, et dans tous les projets qu'on porte, d'un projet de désimperméabilisation dans une petite commune, dans une cour d'école ou sur un grand projet urbain, sur un temps long, il faut que cet acteur n'arrive pas avec des solutions prêtes. Il faut qu'il soit à l'écoute de la problématique. Donc, on a vu dans les propos qui ont été tenus qu'il y a deux sortes de profils aujourd'hui. On a besoin d'expertise pour approfondir les sujets. Et les projets sont sur des temps longs, d'autant plus qu'on fait la ville sur la ville. Un projet urbain, quand on fait la ville sur la ville, on va parler de 20, 25 ou 30 ans de mutation urbaine. Un projet plutôt greenfield sur de l'expansion urbaine, qui aujourd'hui est un gros mot, se fera dans un temps de 10 à 15 ans, ce qui est déjà très long, mais on est sur… donc, on voit qu'il faut pouvoir se répondre à des questions d'aujourd'hui, mais anticiper un certain nombre de sujets. Donc, nous, on a plutôt effectivement ces doubles profils, des profils chefs de projet, mais c'est des gens qui doivent avoir une ouverture d'esprit et une expérience relativement large pour pouvoir intégrer finalement tout ce qu'ils entendent de l'extérieur et de l'intérieur et pouvoir l'analyser. Et après, on a toujours besoin d'expertise dans l'environnement, dans la mobilité. Aujourd'hui, ville et mobilité vont ensemble. On ne parle pas d'un projet de transport. Je voyais sur le chat, on parlait de tramway, de câbles. On ne peut pas le dissocier avec une évolution urbaine également, mais on intègre les notions de ville quart d'heure, mais également d'emploi. Où fait-on travailler les gens? Où les fait-on consommer? Où les fait-on se loger? Est-ce que effectivement prendre un bus ou prendre des voitures, quel impact ça a sur les émissions, sur la qualité de l'air et la qualité du bruit? Donc ça aussi, c'est des thématiques qu'il faut pouvoir engendrer. Donc les problématiques de la ville nécessitent un large panel aujourd'hui, en tout cas en maîtrise d'œuvre, mais qu'on soit sur des schémas directeurs à horizon 20, 30, 40 ans, mais sur de la maîtrise d'œuvre, on va dire opérationnelle, sur des projets qu'on a en études et en réalisation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse très très bien GIROP. Sur quoi, par exemple, vous intervenez? Quel type de projet? 2, 3 exemples, peut-être, pour donner un peu une idée de comment, au quotidien, en fait, vous allez construire cette ville-là et vous la construisez. Alors, on est 2000 dans le groupe GIROP, sur une trentaine d'agences en France. Alors déjà, on a la volonté d'être au plus proche des acteurs publics et de ne pas avoir on va dire des pôles centralisés assez loin des territoires. Donc, on est dans les 30 grandes villes et métropoles de France, et avec au plus proche de nos clients une pluridisciplinarité pour pouvoir répondre. Parce que quand vous parlez de biodiversité à Angers, vous n'avez pas la même biodiversité à Montpellier et encore moins à Lyon. Vous n'avez pas les mêmes petits lézards. J'avais une réunion, une concertation la semaine dernière où des élus voulaient réintroduire des oiseaux dans une partie de la ville, mais personne ne s'est posé la question de où aller voir ces oiseaux, où est-ce qu'ils allaient nicher et qu'est-ce qu'ils allaient consommer comme aliment. Donc effectivement, il faut dans nos équipes des projets. Je parlais tout à l'heure de projets différents. On travaille là sur un projet de désimperméabilisation dans une cour d'école à 7. Donc, c'est un projet très simple en prime abord, mais comment modifier un revêtement qui est un revêtement dur, pérenne dans le temps, qui ne nécessite pas d'entretien, en un revêtement plus souple, mais qui va être vivant et du coup qui va engendrer aussi pour la collectivité plus d'entretien, plus de passage, plus d'évolution, plus de risques peut-être sur son érosion. Voilà, donc il faut pouvoir pallier à ces deux questions. Et après, on a des projets à d'autres tailles. On intervient sur le village olympique. Par exemple, sur le village olympique de Paris 2024, une des contraintes du concours, c'est que les bâtiments
les bâtiments des athlètes deviennent soit des bureaux, soit des appartements après les Jeux Olympiques. Donc, comment concevoir aujourd'hui un village olympique pour que demain, avec un minimum d'investissement, ce bâtiment devient simplement une cité universitaire, des logements sociaux ou des bureaux pour des entreprises. Donc ça, c'est par exemple l'exemple de l'agilité qu'il faut pour anticiper la mutation d'un bâtiment. Mais aujourd'hui, d'une manière générale, l'enjeu, c'est d'anticiper la mutation des infrastructures qu'on doit réaliser pour pas soit les détruire, soit les rendre complètement obsolètes assez rapidement parce que la technologie évolue beaucoup. Et le dernier point dont je voudrais parler, c'est notamment la gestion du data. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de la ville 5G alors, c'est un chemin sur lequel on va devoir aller, ça on le sait, mais faire du BIM sur un bâtiment qui est d'un objet relativement réduit, limité dans le temps et dans l'espace, c'est relativement simple. Mais faire du BIM sur 20, 40 ou 400 hectares, c'est un autre sujet. Et les notions d'hypervision, d'outils de co-conception, qui sont des outils, et la gestion des territoires qui, pour beaucoup, font de l'open data, donc mettent en libre accès toutes les infos. C'est un sujet aussi sur lequel on travaille. On parlait de profils informatiques, mais il faut avoir des profils informatiques qui comprennent la ville. Voilà. Donc, cette histoire du désilotage ou décloisonnement des profils est un sujet prégnant, en tout cas, sur la ville. Et alors, pour construire, pour faire, ce sont quand même des projets d'envergure, vous recrutez, j'imagine, Gérope recrute. Quel type de profil vous recherchez? Quel métier aussi? Enfin, en hard skill et soft skill, toujours pareil. Alors aujourd'hui, on recherche plus de 100 profils et je pense que 80% de ces profils sont sur la ville et le transport. Donc, on recrute des chefs de projet dont on a parlé, mais des experts en environnement, mobilité, en équipement, en système équipement de la ville. On a aussi beaucoup d'urbanistes, des gens qui font de la certification, parce que c'est un des chemins pour aller vers les projets durables, la certification. Voilà, donc on a vraiment, après, on a toujours des profils, on va dire, relativement basiques, parce que la finalité, c'est la réalisation et la mise en œuvre de certaines techniques, mais il faut aller… Aujourd'hui, par exemple, on a longtemps fonctionné sur l'analyse des îlots de chaleur, se faisait par des équipes qui étaient limitées. Aujourd'hui, on va vers une généralisation des outils d'analyse d'îlots de chaleur pour que le projeteur, donc qui est un Bac+2, Bac+3 qui fait son dessin, soit en capacité lui-même, quand il va proposer un dessin à son chef de projet, de dire tel aménagement, j'ai un impact qui est celui-là, et comparativement, si je fais un second aménagement, voilà quel est mon impact. En fait, la notion de ville durable n'est plus une notion de spécialité, on doit aussi changer la matrice et la façon d'aborder le sujet. Alors, on a dans la salle des gens qui sont, je vois un doctorat en design automobile, un autre qui a un doctorat en chimie, expérience de la recherche à la pollution atmosphérique, tout ça. Est-ce que ce sont des profils qui vous intéressent? Est-ce que vous êtes avec des profils quand même extrêmement qualifiés? Est-ce que ce sont des profils que vous recherchez? Alors, effectivement, parce que être urbaniste, ça veut tout et rien dire. Vous avez des urbanistes, architectes, sociologues, géographes, ingénieurs. Donc, effectivement, tous les profils sont des profils qui peuvent participer à la ville dans la mesure où ils dépassent leur expertise. C'est des gens qu'il faut forcément avoir plus de transversalité dans l'appréhension des sujets. L'économie sociale, l'économie circulaire. Par exemple, aujourd'hui, on intervient sur des sujets de mobilité sur des territoires, l'hydrogène, l'électricité, le gaz, en fonction du territoire, des capacités, du potentiel, vers quel type d'aménagement, de matériel roulant, peut-on faire des préconisations, des aménagements ou des anticipations, parce que le territoire va évoluer vers telle ou telle technique. Vous recrutez surtout des ingénieurs ou plus large que ça, en fait? C'est bien plus large que ça. On a effectivement, alors on a sur les 2000 personnes, on est 2 tiers d'ingénieurs et 1 tiers d'ETAM, mais on a des profils en Bac+2, Bac+3, des techniciens, des dessinateurs
en CAO, DAO, en BIM maintenant aussi. Non, on a vraiment des profils très larges. D'accord. Et donc avec des compétences, mais aussi avec cette vision assez large. Vous rejoignez ce que disaient M. Dautré et M. Thibaudeau là-dessus. Tout à fait. Alors, tout le monde ne l'aura pas forcément tout de suite, hein. On a plutôt des managers, c'est à eux d'avoir cette vision large. Après, les experts doivent d'abord répondre à une problématique qui est celle de leur domaine. Mais plus ils comprennent les interactions qu'ils ont avec les autres thématiques, plus ils iront vers des solutions qui sont satisfaisantes. Et c'est des gens qui ont fait des écoles ou pas? Enfin, vous cherchez tel type de gens qui sortent d'école, plutôt des seniors, plutôt des juniors? Enfin, est-ce que c'est multi Alors, on recrute à tous les niveaux parce qu'on a des pyramides d'âge relativement variées. Donc, on recherche des jeunes en sortie d'école. On a une grosse politique de jeunes en interne avec une grosse politique de formation aussi, parce que les jeunes amènent, en tout cas, moi qui commence à avoir un petit peu d'années, amènent aussi une autre vision de la société, une autre vision des besoins, des déplacements. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des jeunes. Après, il y a forcément face à ça une maîtrise des projets, une gestion de projet qui nécessite un petit peu d'expérience. Donc, des jeunes en sortie d'école d'ingénieur ou d'urbanisme ou de transport, on a dans nos équipes des profils qui ont fait Sciences Po, qui ont fait des écoles de paysagistes ou d'urbanistes. On a des jeunes sortis de BTS ou d'IUT. Oui, donc il y a de nombreuses opportunités. Et alors, si dans la salle, quelqu'un est intéressé, enfin, moi, j'ai envie de rentrer chez vous, qu'est-ce que je dois faire? Comment on postule? Vous êtes sur les réseaux sociaux, sur votre site? Enfin, c'est quoi les Alors, filières? on a sur le site ingerop.com, effectivement, là, il y a la liste de tous les postes en France en fonction des régions. Et puis, il y a le lien de la DRH. Après, vous avez de toute façon, si vous souhaitez être au plus proche de votre territoire, ce que je disais, on a 30 agences. Donc, vous avez une adresse par agence dans chaque territoire. Donc, vous pouvez avoir une approche globale puisque la DRH est basée en région parisienne, mais vous pouvez très bien vous rapprocher des agences locales qui ont pour toutes plusieurs besoins en termes de recrutement. Moi, je sais, moi, à Montpellier, on a 5 postes ouverts qui vont du chargé d'affaires environnement à l'ingénieur système de la ville, hein, c'est ce qu'on appelle la Smart City. En fait, c'est les courants faibles et équipements, en passant par chef de projet, ingénieur travaux, des profils. Je suis intéressée, par exemple, par votre poste, là, Smart City. Je vais sur le site Ingerop et je postule et je vous envoie aussi un courrier. Enfin, comment... Tout à fait. Vous allez sur le site Ingerop. Vous avez une adresse mail par site. Alors, les postes sont sur le site. Et vous avez également le contact de chaque agence. Vous avez une petite carte de France avec un petit point. Et vous choisissez la ville ou le département où vous voulez aller. Vous avez le contact de l'agence Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Voilà. Enfin, parmi les auditeurs, on a quand même beaucoup de gens qui sont chargés de projets énergie, ingénieurs calcul, simulation numérique, ingénieurs des matériaux, docteurs en physique. Voilà. Est-ce que tout ça, c'est des profils qui potentiellement peuvent vous intéresser? Tout à fait. Je vois par exemple chargé de projet énergie, Smart City, Smart Grid. Ça, c'est des profils qui sont très recherchés chez nous. Tout à fait. Biodiversité, environnement, ingénieur des matériaux, ça oui. Tous les profils que je vois passer sont des profils qui peuvent nous intéresser. Et potentiellement, voilà, je me tourne vers M. Thibaudeau et M. Dautré. Est-ce que c'est aussi des profils qui peuvent intéresser les collectivités? Est-ce qu'il y a des passerelles justement privé-public où on n'est pas vraiment sur les mêmes… Ah non, il n'y a aucun souci en termes de passerelle privé-public. D'ailleurs, enfin, je crois que Loïc Dautré l'a dit tout à l'heure, en fait, on cherche des profils de moins en moins communs, donc on va aussi les chercher dans le monde du privé, parce que c'est intéressant de croiser les expériences, c'est vraiment très riche. Effectivement, nous on recherche en ce moment, par exemple, des profils autour de la gestion de la donnée. Hein. On a des profils qui sont difficiles à trouver en fonction publique territoriale, autour du numérique, autour des métiers du numérique. On embauche aussi des alternants
beaucoup. Enfin, vous voyez, par exemple, dans le domaine de l'énergie et de l'approche environnementale, on avait une alternante en master qu'on a gardée, qui vient de partir faire un petit bébé maintenant. Mais bon, voilà, c'est l'exemple de profil que l'on intègre le plus possible. Non, on est un peu sur les mêmes. Alors, sans doute en quantité beaucoup moins qu'à Gérope, parce qu'on a un champ beaucoup moins large. Et on n'a pas du tout les mêmes processus de recrutement, parce que c'est vrai que nous, on est plutôt sur les supports de communication de type Gazette des communes, Moniteur, etc. Un petit peu sur parce que là aussi, il faut changer les pratiques de recrutement. Hein. Mais effectivement, on a des profils assez diversifiés en énergie que l'on recherche, etc. Et le monde du travail bouge beaucoup. Les acteurs, les actifs sont certainement beaucoup moins stables que ceux qui ont des cheveux blancs. Et donc, ça bouge beaucoup, on recrute beaucoup. Oui, et peut-être pour rebondir, c'est vrai que même dans une ville, comme Niort, après, la capacité à recruter, elle dépend aussi de la taille de la collectivité en France. Hein. On est un peu dans une chasse au gaspillage en termes de frais de fonctionnement qui font qu'on va vers une sobriété en matière de gestion des ressources humaines qui fait qu'il n'y a pas des milliards de postes dans une ville comme Niort. Mais il y en a, et effectivement, comme l'ont dit mes collègues, aujourd'hui, c'est un profil qui intéresse, ce n'est pas un statut, qu'on soit catégorie A, catégorie B, catégorie C, qu'on soit scientifique, de sciences dures, spécialiste ou généraliste, ou je lisais la question sur le fil un peu plus haut, et si on n'est pas ingénieur, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas grave, c'est pas une tare du tout. Hein. Dans les sciences humaines, la géographie, la sociologie, la psychologie, l'architecture, les profils d'agents de développement, je pense qu'ils ont tout à fait leurs possibilités. Ensuite, bien sûr, je ne sais pas, quelqu'un qui serait pilote de drone et photographe, par exemple, c'est sûr que ça sera plus un auto-entrepreneur qui fera des prestations plutôt qu'un recrutement statutaire dans une collectivité. Mais même des profils comme ça peut à un moment donné être intéressant quand on doit regarder ce qui se passe sur la flèche d'une église. Peut-être qu'on ne va pas envoyer des cordistes, peut-être qu'envoyer un drone, ça suffira dans un premier temps pour voir un peu une étude. Donc, il y a vraiment plein de possibilités. Moi, tous les profils que j'ai vus me paraissent effectivement pouvoir trouver. Voilà, je leur souhaite bonne chance pour ce faire. Après, la question de la mobilité, elle est complexe. Il faut des fois sortir un peu de sa zone de confort et chercher un petit peu plus loin qu'au bout de la rue. Il faut des fois faire des grands mouvements. C'est compliqué d'un point de vue personnel. Mais je dirais que vraiment, à cœur vaillant, rien d'impossible. Donc, le site dédié, c'est vrai qu'il s'appelle emploi-territorial.fr. Vos salons, effectivement, je remercie Top Recrutement parce que c'est vrai que c'est très intéressant ces partenariats qu'on tisse au titre de l'ITF avec la Gazette des communes parce que, bien évidemment, on a peut-être un code ROM avec des répertoires métiers un peu classiques dans les collectivités et des besoins en innovation. Donc, c'est à nous de trouver le bon moyen de recruter demain pour avoir effectivement touché ces profils de jeunes ou moins jeunes, un petit peu différents, qui peuvent nous apporter des solutions. En tout cas, à vous entendre, la ville nouvelle, c'est clairement des opportunités d'emploi pour les ingénieurs, mais pas seulement, avec différents niveaux d'études. Alors, on est plutôt sur des cursus diplômés, mais en tout cas, la ville nouvelle crée de nouveaux emplois et aussi de nouvelles façons d'exercer des métiers déjà plus classiques, peut-être architectes, urbanistes, etc. Et peut-être que là, aujourd'hui, on a autour sur les écrans, peut-être un public très diplômé. On a vu beaucoup de masters, oui. Mais nous, on recrute dans toutes les catégories, A, B, C, dans le bâtiment. Aujourd'hui, les cahiers de charges sont full. Ils se rénovent du patrimoine. Nous, on a 250 équipements à entretenir à la ville de Niort. Donc, dans ces métiers-là, il y aura toujours quelque chose à faire. Je voyais un profil même commercial. Peut-être qu'effectivement, il y a aussi, à un moment donné, dans la gestion du patrimoine immobilier, des ventes, des cessions, des achats. Donc, même quelqu'un du commerce peut effectivement être intéressant par rapport à des types de missions qu'on aura identifiées qui vont nous permettre, à un moment donné, de recruter pour 1 an, pour 3 ans. Et après, la différence entre le fonctionnaire et celui qui ne l'est pas, c'est effectivement qu'on a plus de mal à garder ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Ce n'est pas pour les recruter qu'on a des soucis, c'est pour les garder après. Je voyais, pardon. Juste, on va devoir conclure parce qu'il me reste 59 secondes. D'accord, c'est juste pour dire que les profils agroalimentaires, ils ont leur place aussi, puisque les territoires conduisent des projets alimentaires territoriaux. Et donc, c'est vraiment des profils intéressants qui ne sont pas dans les cœurs de métiers habituels, mais
quand les collectivités s'engagent là-dessus, et ils en ont besoin, effectivement. Donc, n'hésitez pas, donc, vous l'avez compris, il y a quand même énormément d'opportunités d'emploi, à la fois dans le privé, mais aussi, on y pense parfois un peu moins, hein, dans le public, avec des métiers extrêmement variés, passionnants et avec des palettes très, très, très larges. Donc, je vous propose de conclure cette conférence. N'hésitez surtout pas à aller sur les sites ITF, sur le site d'Agérop, etc. Ça vous permettra de compléter, d'en savoir un peu plus. Je vous remercie. Vous pouvez aussi aller sur le site de Top Recrutement parce qu'on a tout un tas de conférences. Ça se poursuit demain. Merci à vous en tout cas et bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, Bonne soirée. Au revoir.